Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et on est ravis de vous retrouver en ce lundi. On vous souhaite la bienvenue. Ça va, Philippe David? Très bien, Cécile Doménibus, en pleine forme. Quand on vous retrouve le lundi, on est toujours dans une forme olympique. Vous allez le démontrer, j'espère. Olympique, ça veut dire la que pertinence de vos propos. Il pourrait faire des cours des tours de studio en courant, par exemple. Olympique. C'est sûr que par contre nager, ce serait plus compliqué. Non, c'est surnager déjà, ce serait déjà pas mal. Ou déjà ne pas toucher le fond. Avec autour de cette table Philippe Bilger, vous l'avez entendu. Bonsoir, bonjour mon cher Philippe. Bonsoir. Mais vous avez raison. Bonsoir. Bonsoir, quel plaisir, comme dit Philippe, de vous retrouver lundi après vous avoir quitté le vendredi. C'est ça, 2 jours, c'est le manque déjà. Voilà. Dans un instant, Michael Sadoun sera avec nous et on sera ravis de l'accueillir. Et le grand Frédéric Dabi est avec nous. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Cécile, bonsoir à tous, très content d'être parmi vous. Et vous arrivez avec un sondage assez incroyable, on va le développer pendant toute cette émission. Allez, le sommaire, le grand débat du jour. Ce sondage, donc, IFOP, révèle les intentions de vote des Français pour la présidentielle 2027. Jordan Bardella très largement en tête avec près de 33% des votes, Philippe. Alors parlons vrai. À d'autres questions du jour. Bardella président en 2027, c'est plausible ou pas plausible? Eh bien vous dites à 53% que ce n'est pas plausible. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Alors est-ce que le premier... Oui. C'est pour ceux qui votent sur Twitter. Qui votent sur Twitter. Est-ce que le premier tour de la présidentielle est déjà joué et qu'on ne se bat plus que pour une place de finaliste face au RN? Ou est-ce que la situation peut changer en 18 mois? On attend vos avis au 0826 300 300. Et puis la question du soir à 27,1%, c'est le score d'Emmanuel Macron au premier tour des élections présidentielles en 2022. Aujourd'hui, Gabriel Attal ne devrait recueillir qu'aux alentours de 10% des suffrages. Alors la question du soir, effondrement du bloc central, est-ce la fin du macronisme? Vous dites oui à 90%. Alors est-ce que, après avoir atomisé PS et LR lors de son premier quinquennat, Emmanuel Macron n'a pas atomisé son propre camp lors du second? On attend vos réactions. Encore et toujours au 0826 300 300. Et on souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 20h. Jordan Bardella, candidat du Rassemblement national pour la présidentielle de 2027. Marine Le Pen n'écarte pas cette possibilité. Elle lui a même demandé de se préparer. Parlons de vous, Jordan Bardella. Est-ce que vous êtes le plan B? Tant que nous n'aurons pas déclaré forfait, si je puis dire, et fait appel à toutes les voies de recours possibles, alors je refuserai de me mettre dans ce scénario et dans cette hypothèse. Les vraies voix Sud Radio. Et on accueille Michael Sadoun qui vient d'arriver. Ça va, Michael? Oui, j'étais devant Sud Radio, mais on ne voulait pas m'ouvrir. On ne parle plus. Oui, on ne voulait pas, mais vous êtes rentré quand même. Interrompu le dialogue. Et je vais m'adresser tout de suite à Frédéric Dabi, puis avec cette question, Bardella président en 2027, est-ce que c'est plausible ou pas plausible? Visiblement, selon le sondage IFOP que vous nous présentez ce soir en exclusivité, c'est tout à fait plausible. C'est plausible sur la base d'un premier tour. Dans ce sondage IFOP fiducial pour l'opinion et Sud Radio, on a testé 6 configurations de premier tour et c'est vrai que Jordan Bardella, testé 5 fois, comme Marine Le Pen, testé 1 fois, arrive très nettement en tête. 33 à 35% dans l'histoire de l'élection présidentielle, c'est du François Mitterrand 1988. Ce qui est très intéressant, c'est, alors pour nos auditeurs les plus anciens, ça serait la première fois depuis la présidentielle de 69 où Georges Pompidou avait devancé de plus de 25 points, 22 points Alain Poher, qu'on a des écarts aussi forts, 15 à 20 points entre le premier Bardella ou Marine Le Pen et le second Édouard Philippe ou Raphaël Glucksmann. On va en parler après. L'autre élément majeur de ce sondage, enseignement majeur, c'est la démonétisation incroyable des figures du bloc central qui sont touchées de plein fouet par le rejet du macronisme. Et pour revenir sur Jordan Bardella, ce qui est très intéressant, vous avez bien constaté, Cécile, que quand on teste Jordan Bardella ou Marine Le Pen, ils obtiennent exactement le même score. Ce qui montre qu'aujourd'hui, pour l'électeur acquis ou potentiel, l'électorat du Rassemblement national, c'est pas un vote d'incarnation, c'est un vote d'alternative. C'est tous les propos qu'on entend dans la rue, qu'on voit dans nos enquêtes qualitatives sur c'est leur tour,
pourquoi pas eux, ils feront pas pire que les autres. On ne les a jamais essayés. C'est cette force d'alternative pour sortir de la crise politique et parlementaire si dure que nous connaissons, qui profite au RN avec des scores dans toutes les catégories extrêmement forts. Même chez les personnes âgées, on est à 28%. Même chez les cadres supérieurs, on est à 22-23%. On a clairement un RN qui fait la course en tête. Et on a un RN qui fait la course en tête entre 33 et 35% face à Édouard Philippe, Gabriel Attal, Olivier Faure, Gérald Darmanin ou François Bayrou, quel que soit le candidat. Oui, c'est vrai que l'autre idée de ce sondage, l'autre philosophie avec Patrick Roger de Sud Radio et Rémi Godot de l'Opinion, c'était voir où en est le bloc central. Jusque-là, parce qu'il n'y avait pas eu d'enquête publiée depuis 4 mois, depuis la fin mai, une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro et Sud Radio, on voyait une sorte de dichotomie, une sorte de dissociation entre un rejet très fort d'Emmanuel Macron et des figures du bloc central qui tenaient le choc. Édouard Philippe était à 21, 25%, Gabriel Attal à 15, 18%. Là, on voit que ces figures sont impactées par le rejet de plus en plus virulent d'Emmanuel Macron, par le départ de François Bayrou, par cette crise politique sans fin, par ces rumeurs de dissolution. Et en fait, on voit que tout ce qui touche de plus ou moins près à Emmanuel Macron est rejeté par les Français, parce qu'Édouard Philippe tient encore le choc parce qu'il a quitté Matignon il y a maintenant plus de 5 ans. Il est à 16%, vous l'avez dit. Gabriel Attal, 10%. C'est quand même très faible pour un héritier du bloc central. 7% pour Darmanin et 3% seulement, un score très marginal pour l'ancien Premier ministre François Bayrou. Philippe Bilger. Acceptant volontiers d'être contredit par Frédéric, si par accident je disais des inepties. Non, il y a donc une forte probabilité. Puis-je dire, Frédéric, que par le score lui-même du Rassemblement national, et grâce notamment aux études antérieures, je ne suis pas surpris par le taux où il se trouve. En revanche, vous l'avez dit, c'est l'écart avec les autres concurrents qui est décisif, et la question qu'on peut se poser, il va à peu près probablement rester lui ou Marine Le Pen dans cette épure lors du premier tour, mais est-ce que il y aura enfin pour le RN une possibilité de gagner au second tour? C'est une question fondamentale et en rien une ineptie. Le RN a historiquement un problème de second tour. Vous connaissez l'adage célèbre de Guy Mollet que Charles Pasqua avait popularisé dans les années 90 ou 80 même. Au premier tour on choisit, au second tour on élimine. Et c'est vrai que le RN a toujours pâti à la présidentielle d'un vote d'élimination très fort pour Jean-Marie Le Pen, 82-18 en 2002, et de moins en moins fort, même si ça a été très net en 2022, 57,5 ou 58 pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. Et c'est vrai que c'est le plus grand danger. La présidentielle, c'est 50% plus une voix. Est-ce que le RN peut le faire? Dans ce sondage, on n'a pas la réponse, on n'a pas testé de second tour. On en avait fait il y a quelques mois pour Hexagone, et c'était du 50-50 dans beaucoup d'hypothèses. Mais là, le RN a une forte avance, a des réserves de voix. Dupont-Aignan, Éric Zemmour, qui a un score plutôt honorable entre 4 et 5%. Et puis, très clairement, cette crise politique sert le RN. Qu'est-ce qu'on disait en 2017 pour je dirais, mettre à distance une victoire possible de Marine Le Pen? On disait, avec Marine Le Pen, ce serait la ruine de la France. Beaucoup de Français nous disent, mais la ruine, elle est déjà là, compte tenu de notre tête. Avec Marine Le Pen, ce serait le désordre, le risque d'émeute. On en a parlé ici souvent sur ce plateau, chez Valérie Expert. On a ce qu'il faut dans ce domaine. On voit qu'en termes d'insécurité, on est sur une préoccupation qui touche beaucoup les Français. Mais alors moi, il y a une question que je me pose en voyant ce sondage, excellent d'ailleurs. Le pays n'a jamais été aussi à droite. Parce que si on prend à droite, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Dupont-Aignan, ça dépasse systématiquement les 40%. La gauche est vraiment à 30%, mais toute mouillée, y compris l'extrême gauche. Est-ce que en cas de deuxième tour, Bardella, Glucksmann, le peuple de droite, je fais ça volontairement par rapport à la gauche qui parlait du peuple de gauche, voterait plutôt Bardella que Glucksmann? Alors, si c'était Mélenchon-Bardella, je pense que le peuple de droite voterait contre Mélenchon. Le vote d'élimination aujourd'hui, on le voit lors des élections partielles, on le verra dans la circonscription de l'étranger où la candidate LFI s'est qualifiée in extremis, va se jouer contre elle. Je vous fiche mon billet, en tout cas, je vous fais un pari pour dimanche prochain. En revanche, Glucksmann, je serais moins affirmatif, Philippe, parce qu'il peut très bien avoir du vote Édouard Philippe, du vote Retailleau, qui irait contre Marine Le Pen. Mais en tout cas, l'époque contre Bardella ou Marine Le Pen. C'est vrai qu'il y a une incertitude aussi sur l'offre électorale. Et c'est ce qui est très intéressant. Vos auditeurs verront sur le site de l'IFOP et de Sud Radio le rapport complet. Par catégorie,
de population, selon le sexe, la profession ou le niveau de diplôme, il n'y a quasiment aucune différence entre Le Pen et Bardella, alors qu'ils sont quand même différents. C'est ce vote d'alternative que je veux mettre en avant. Et c'est vrai qu'un second tour sera l'époque du vote d'élimination automatique du RN a peut-être, je dis bien, a peut-être vécu. Et vous pouvez retrouver sur sudradio.fr, on vous a fait un petit résumé aussi sur ce sondage. Est-ce que, avant de donner la parole à Mickaël Sadoun qui est avec nous, est-ce que Frédéric Dabi, ce sont des primo-votants? Est-ce que finalement ce RN c'est générationnel? Alors c'est clair que le RN, quand on regarde la structure de vote, il y a trois couches qui se superposent et qui même s'enrichissent. Il y a d'abord le jean-marisme, c'est-à-dire le vote classique FN des années 80-90, fort chez les 25-34 ans, chez les chômeurs, chez les personnes sans diplôme, chez les ouvriers. Et puis une deuxième couche s'est sédimentée, c'est celle que j'appelle la France du travail. C'est pas anodin. Il y a des politiques qui sont obsédés par le vote des retraités, des personnes âgées. On peut perdre une présidentielle en ayant le vote des retraités. Demandez à Giscard d'Estaing en 81 ou à Nicolas Sarkozy en 2012. Et par contre, le vote de la France du travail, on ne gagne pas sans cette France, la France du métro à 18h, comme disait Malraux. Et quand on voit le score de Bardella ou de Le Pen qui dépasse 33-35% chez les salariés, 41 de mémoire pour Marine Le Pen chez les 35-49 ans, cette France du travail aujourd'hui vote Marine Le Pen. Même chez les cadres sup, on est à 21%. Ce qui est quand même Marine Le Pen faisait 8 à 10% en 2017. Troisième couche où il y a une sédimentation, ce sont des catégories où le RN était extrêmement faible, où il progresse, notamment les retraités et les personnes âgées. Allez, on fait un petit point dans un instant avec Mickaël Sadoun. C'est vous qui aurez la première question. On revient dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue autour de cette table. Frédéric Dabi, directeur général de l'opinion IFOP, avec Mickaël Sadoun et notre ami Philippe Bilger. Et vous, 0826 300 300, si vous voulez bien entendu nous contacter et débattre avec nous, 0826 300 300. Frédéric, on fait juste, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, peut-être un petit retech avant de passer la parole à Mickaël Sadoun. Oui, sur cette enquête IFOP fiduciale pour Sud Radio l'opinion, première enquête depuis 4 mois qui montre que le rapport de force a bougé de manière irréfutable. Il y a une vraie mutation du rapport de force électoral. Un élément de stabilité, c'est la pole position du RN, entre 33 et 35%, des scores rarement vus pour une élection présidentielle. Un RN attrape tout et pas de différence d'attraction entre une hypothèse Bardella à 33% et une hypothèse Marine Le Pen à 33%. Le fait majeur, c'est que, comment dire, le bloc central rentre dans l'atmosphère, dans ce contexte de rejet très fort à l'égard d'Emmanuel Macron et des vraies baisses par rapport aux enquêtes précédentes. Un avantage pour Édouard Philippe, mais qui n'est plus qu'à 16%, concomitamment d'une percée assez incroyable, on n'a pas encore parlé, de Raphaël Glucksmann, qui est un réceptacle. Il prend 20-25% des électeurs macronistes, un réceptacle à cette démonétisation, à ce rejet de tout ce qui a touché, si je puis dire, de près ou de loin, Emmanuel Macron. Allez, Mickaël Sadoun. Moi, j'ai l'impression de ce que je vois dans ce sondage que le bloc de gauche et le bloc central sont divisés pour des raisons différentes. C'est-à-dire que le bloc de gauche est divisé par des courants qui sont différents. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à voir entre Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon. Et en général, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon détestent Raphaël Glucksmann et inversement d'ailleurs. Le bloc central est divisé par des questions de personnalité. Ce qui, à mon avis, explique le score, la surperformance d'Édouard Philippe, qui est peut-être plus présidentiel en tant qu'homme que Gabriel Attal, qui est encore un peu jeune, ou que Darmanin, qui n'a peut-être pas le même charisme qu'Édouard Philippe. Et le seul bloc qui, en fait, garde une unité, une cohésion, c'est le Rassemblement national, et je pense que c'est sa grande force. C'est-à-dire qu'il a amassé des électeurs sur la base d'un programme et d'une vision du monde pendant des années, des années et des années, et aujourd'hui, en fait, les électeurs se fichent de savoir si c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui prend les commandes, parce que de toute façon, c'est la même vision et c'est la même sociologie. Donc j'ai l'impression que c'est la grande force du Rassemblement national. Et puis en plus, ils ont été assez malins pour éviter les querelles de personnes, puisqu'ils ont dit qu'ils feraient un ticket à 2 au deuxième tour, de toute façon, Marine Le Pen, Jordan Bardella. Tout de même, Fred, si vous permettez une question. Fred Oui, Frédéric, pardon. Non, mais attendez. Il est tellement connu ici et ailleurs que Frédéric, n'y voyez nul irrespect. Non, mais attendez. Est-ce que, certes, cette évaluation est très importante, vous avez dit pourquoi tout à l'heure, mais est-ce qu'au fond, tout ça ne risque pas d'être très
fortement réfléchi à partir du moment où nous entrerons dans la campagne et où naturellement il y aura une déperdition classique par rapport à ce chiffre-là. Et peut-être là, Michael, j'objecte quelque chose. Est-ce que l'expérience de Marine Le Pen par rapport à celle très limitée de Jordan Bardella, est-ce qu'elle ne pourra pas faire la différence d'une certaine manière, ou si c'est lui, appauvrir le score? Alors, je partage complètement votre point de vue. Un élément de prudence. On est à 18 mois d'élection présidentielle. C'est pas un sondage prédictif des résultats de ce qui se passera en avril 2027, c'est un état des lieux aujourd'hui. Bien sûr, on peut faire tous les scénarios possibles. Marine Le Pen qui arrive in extremis à être candidate, un Jordan Bardella qui la remplace et qui paye un manque d'expérience, qui rate des débats. Enfin, on peut tout imaginer. On peut aussi imaginer une certaine stabilité. Dans l'histoire des campagnes présidentielles, on sait que au premier tour, Marine Le Pen n'a jamais connu de véritable dynamique. Ça reste compliqué pour le RN, même s'il se qualifie aux 2 dernières élections présidentielle. Donc voilà, tout est possible. Aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai mis ça en avant dans mon premier commentaire, Philippe, c'est que, alors que comme vous le dites, il n'y a pas la même trajectoire, pas le même itinéraire, pas le même nom, bien sûr, 3 candidatures présidentielles de suite pour Marine Le Pen, et vous avez peut-être vu une enquête IFOP pour LCI de la semaine dernière, qui a d'ailleurs été libellée IFOP fiduciale pour LCI, et presque Sud Radio, alors que vous n'ayez pas commandé, entre parenthèses, c'était drôle, ça montre la force de nos liens. Il y avait quand même l'idée d'une Marine Le Pen sérieuse, qui travaillait, crédible. Est-ce que Jordan Bardella a la même image? Peut-être pas, mais en tout cas, à froid, 18 mois avant le premier tour, on a cette non-différenciation peut-être provisoire. Allez. Moi, je voulais... pardon. Juste un auditeur, 0826 300 300, Ludovic est avec nous de Mont-de-Marsan, il voulait réagir. Ludovic, on vous écoute. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe et bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Donc, écoute, je suis assez esprit de ce sondage. Maintenant, il y a des avantages côté Jordan Bardella, c'est-à-dire qu'il ne porterait pas le nom de Marine Le Pen. Et il faut pas oublier que le Rassemblement national a récupéré pas mal d'électeurs déçus des partis traditionnels, même dans la classe ouvrière. Après, les inconvénients de Jordan Bardella, ce serait sa jeunesse et également l'étiquette. Aujourd'hui, nous avons 3 blocs quand même assez radicaux. On va dire un extrême centre, un extrême gauche et un extrême droite. Que va-t-il se passer, quel que soit le parti élu, dans cette forme de radicalité, alors qu'on a une société qui s'enfonce quand même un peu dans la violence ou dans le chaos? Et quelles seront les priorités des électeurs? Est-ce que ça sera l'immigration, le pouvoir d'achat, etc. Philippe, Michael, Frédéric Dabi pour répondre sinon à Michael Sadoun et ensuite je poserai une question. La question de votre auditeur est très pertinente. Ludovic, on sait très bien qu'une campagne se fait dans un contexte particulier, sur un moment où il y a un sujet ou 2 sujets qui vont préempter, qui vont stimuler la campagne. Pouvoir d'achat en 2007 sous Nicolas Sarkozy, redistribution sous François Hollande, envie d'alternance de gauche en 80. Donc bien sûr, aujourd'hui, on ne sait pas quelle sera cette thématique. Moi, j'ai en tête une enquête IFOP pour l'inspiration politique sur les prochaines élections municipales. Il y a 3 thèmes qui écrasent les autres, 3 thèmes nationaux qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas résolus par la sphère politique nationale, qui écrase les préoccupations des Français. C'est santé, insécurité, dette. Est-ce que ce sont les thèmes de 2027? Un petit point aussi, et là je suis beaucoup plus catégorique. L'époque où lors d'une élection présidentielle, le monde s'arrêtait, l'international ne comptait pas, où c'était quasiment jamais évoqué, ce temps a vécu. On le voit dans toutes les émissions de Sud Radio quand on fait appel aux propos des auditeurs, à quel point les gens ont compris que ce qui se passe sur un champ de bataille en Ukraine, au bout du monde, dans la forêt amazonienne, les gens se disent mais ça peut avoir un impact sur ma vie quotidienne. Donc l'international aussi va compter beaucoup plus fortement que lors des présidentielles précédentes. On l'a même vu en 2022 où la guerre en Ukraine a complètement percuté la campagne, vous en souvenez. Allez, il vous reste 50 secondes. Pardon, j'ai fait non, bien sûr, moi je voulais juste poser une question, c'est que à aucun moment plusieurs candidats du centre ne sont testés en même
temps, alors que quand même dans les candidats putatifs du bloc central, Édouard Philippe, Gabriel Attal, Gérald Darmanin, François Bayrou, il y a 3 anciens premiers ministres. Est-ce que vous pensez vraiment qu'ils vont faire bloc autour d'un d'entre eux, ou est-ce que l'ego va quand même être plus fort que ça, parce que les 3 premiers ministres, la prochaine marche, il nous reste 30 secondes. Non, mais le bal des égos, c'est très classique. Il y a aussi des réalités électorales. Darmanin et Attal appartiennent au même parti. On a déjà vu des baladures Chirac, je vais retire mon propos. Mais en tout cas, quand on voit ce rapport de force, quand on voit que 2 candidats déjà du socle commun, c'est-à-dire LR et Bloc Central, ça obère peut-être les chances d'être au second tour. 3 candidats, ça serait mortel. Allez, pour rester avec nous dans un instant, le tour de table de nos vraies voix. Philippe Bilger. Je suis frappé de voir qu'aujourd'hui, on a des discours de la méthode, mais rien sur le fond. Et Michael Sadoun. Une nouvelle agression antisémite dont je voulais absolument parler. Philippe Bilger. David, pardon. La nouvelle rhétorique de l'OTAN en cas d'intrusion des avions et drones russes dans son ciel. Frédéric Dabi. La participation faiblissime lors de l'élection partielle de la 2e circonscription de Paris qui a vu Michel Barnier l'emporter. Allez, à tout de suite. On fait une petite pause. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on vous souhaite la bienvenue avec ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous pouvez bien entendu nous lire sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, de la plateforme d'opinion et de débat, notre chaîne YouTube. On revient sur ce sondage IFOP fiducial pour le Sud Radio et l'opinion avec Frédéric Dabi qui est avec nous ce soir. Et on vous rappelle que si toutefois vous vouliez regarder ce sondage, on l'a décortiqué un petit peu sur sudradio.fr, présidentielle 2027, Bardella et RN largement en tête au premier tour. Autour de cette table, Philippe Bilger qui est avec nous, Michael Sadoun, tout de suite le tour de table de l'actu des vraies voix. Vous connaissez l'histoire de la femme qui va acheter un meuble chez Ikea? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ah bon? Ça vous fatigue déjà. Puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. C'est tout à fait vrai. Je vous jure, c'est pas bien. Il faut plus que vous parliez avec des gens. Le tour de table de l'actualité. Ah, il est gentil, Maxime, il a évité l'anglais et le porno. Ouais. C'est vrai. Il faut bien varier. Mais ça va revenir, vous inquiétez pas. Oui. Dès demain. Philippe Bilger, vous vouliez revenir sur François Bayrou comme Sébastien Lecornu. Voilà, je suis frappé de voir, notamment après avoir lu l'entretien très long et très intéressant du Premier ministre dans la Tribune dimanche, par le fait que les hommes politiques, et en tout cas les premiers ministres, aujourd'hui semblent nous proposer en permanence plutôt des discours de la méthode, l'art du compromis, la volonté de conciliation, que d'être capable de nous offrir des orientations claires sur le fond de la politique. Je me demande si, au-delà de la conjoncture difficile suivant la dissolution et peut-être aussi le fait qu'aujourd'hui la politique dans le fond est insaisissable, je me demande si c'est pas un mouvement de fond qui fait que les politiques espèrent nous attirer et nous séduire avec ce qui relève des modalités, de la forme, des moyens, et qu'ils sont incapables peut-être d'avoir le courage et la résolution de faire des choix clairs, donc d'exclure et en définitive de proposer véritablement une politique. Michael Sadoun. Alors là, c'est une élévation brutale du débat. Oui, l'élévation brutale du débat, parce que vraiment, ça nous met aux racines de la politique. Est-ce que la politique est là pour unir des hommes, même si c'est pour proposer des projets pas très cohérents, parce que naturellement les gens n'ont pas les mêmes opinions, donc pour les mettre ensemble, il faut parfois adopter un langage un peu flou, ou est-ce qu'elle est vraiment faite pour mener une action, et dans ce cas-là, on risque aussi de diviser les gens. Je ne sais pas. Je pensais aux 2 premiers ministres, Michael, comme l'a dit Cécile, François Bayrou et Sébastien Lecornu, ils ne s'aiment pas, ils n'ont rien de commun apparemment, mais ils proposaient d'une certaine manière plus une méthode qu'un fond. Ah oui, je suis d'accord. Et je trouve d'ailleurs, désolé Philippe, ensuite je te laisse commenter, mais je trouve d'ailleurs que François Bayrou était un bon choix, et j'aurais préféré qu'il restât au poste qu'il occupait, parce que je trouve qu'avec son positionnement politique et son histoire politique, il était plus de nature à faire une alliance entre les personnes. Mais bon, on verra ce que Lecornu est capable de faire. C'est ce qui manque à la politique française, un homme ou une femme qui donne un cap.
On n'a plus eu ça depuis belle lurette. Je dirais pas le cap. Peut-être qui tranche. La méthode, c'est la méthode. Absolument. Qui décide? Macron a un cap, par exemple, c'est l'Europe. Oui. Mais il le dit, c'est pour ça. le reste, il le fait en même temps. Alors, mais c'est juste que c'est un cap qui n'est pas conforme à l'opinion majoritaire. Donc, bon. Mickaël, puisque vous avez la parole, une énième agression antisémite hier. Oui. J'ai écrit. D'habitude, je n'écris pas, mais là, je voulais écrire parce qu'il me semblait que c'était important d'avoir un texte sous les yeux. Je croyais qu'on allait presque en finir avec l'actualité antisémite la semaine dernière, mais samedi dernier, Gilles Cohen, un homme de 67 ans portant la barbe et la kippa, a été agressé en pleine rue hier alors qu'il rentrait du mikvé, le bain rituel chez les Juifs. Attaqué par derrière, il a été frappé à terre par son agresseur qui le traitait de sale juif. Il n'y a donc pas de doute évidemment sur le motif antisémite. Pourquoi je vous parle de cela? Parce que cet événement est surprenant ou original? Malheureusement non. On y est habitué dans une France où les agressions antisémites ont triplé depuis 2 ans. Pour alarmer les Juifs de France? Non. Je ne cesse de les inviter à rester en France et comme patriote, je garde espoir dans ce pays qui a beaucoup donné aux Juifs. Je pense évidemment à la nationalité universelle qui a été donnée en premier en France. Je pense à la Corse qui a été l'île des Justes et qui a si bien résisté pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà. Pour m'apitoyer sur le sort des Juifs en France, non, je trouve la complainte contre-productive. Croyez-moi, j'aurais aimé vous parler d'autre chose. J'aurais aimé vous éblouir de ma superbe avec une chronique économique ou me scandaliser de la dernière décision de justice sous le regard agacé mais amical de Philippe Bilger. Je vous parle de cela parce que je refuse que l'opinion publique s'habitue à cela. Et parce que si un jour les Juifs quittent ce pays qu'ils ont tant aimé, je veux avoir la certitude que nous aurons tout fait pour l'empêcher en informant évidemment notre public. Alors je rappelle le nom de Gilles Cohen et je lui envoie évidemment tout mon soutien. Mais c'est inimaginable tout de même. L'antisémitisme a toujours existé en France, actes et propos. Mais là, j'ai l'impression, pardon de sortir une banalité, que depuis quelques années, peut-être bien avant Gaza, il y a une sorte de libération de la violence sans l'ombre d'une mauvaise conscience. Autrement dit, c'est presque comme si on affichait la fierté d'être antisémite par des violences inadmissibles. Ça s'est passé à quelle heure, ça, par exemple? Je crois que c'était dans l'après-midi. Mais évidemment, c'est documenté, je réponds rapidement, c'est documenté par les chiffres, mais aussi par le vécu. Et je le dis, depuis 2 ans, moi, j'ai jamais entendu, vis-à-vis de ma personne ou d'autres de mes proches, autant de paroles antisémites. Vraiment. Total soutien à Gilles Cohen, donc évidemment. Alors moi, mon tour de table, c'est mardi dernier, en marge de l'AG de l'ONU. Une journaliste a demandé à Donald Trump si les pays de l'OTAN devraient abattre les aéronefs russes qui violeraient sciemment son espace aérien. Il a répondu « Oui, je le pense ». Sur la télévision Fox News, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a dit jeudi 25 que les forces étaient prêtes à abattre les drones et avions russes qui violeraient l'espace aérien de l'Alliance si nécessaire. Et jeudi, c'est selon l'agence Bloomberg, il y a eu une rencontre à Moscou entre des représentants français, allemands et britanniques et des représentants du Kremlin. Une rencontre qui a été qualifiée de tendue suite à l'intrusion de 3 chasseurs MiG-31 dans l'espace aérien estonien, l'Estonie étant une ex-république soviétique qui maintenant fait partie de l'OTAN. En même temps, juste après, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, a dit à l'ONU que, je cite, « Toute agression contre mon pays entraînera une réponse résolue. Il ne doit pas y avoir de doute sur ce point et que si on tente d'abattre un engin volant, quel qu'il soit au-dessus de notre territoire, de notre espace aérien, alors je pense que les gens le regretteront profondément. » Alors moi, ça me pose 3 questions. La première, est-ce qu'on doit abattre les drones ou les avions de chasse dès qu'ils rentrent dans l'espace aérien de l'OTAN ou dès qu'ils entrent dans l'espace aérien, enfin en profondeur, ou dès qu'ils rentrent dans l'espace aérien, quitte à risquer de se faire accuser d'avoir frappé en territoire russe? Vaste programme. Deuxièmement, doit-on avoir la même doctrine entre les drones qui n'ont pas de piloter les avions? Et est-ce que c'est une nouvelle escalade? Est-ce que la fermeté va payer? Ou est-ce que la Russie va continuer à tester l'OTAN? Réponse au prochain épisode. Oui. Pour introduire un peu d'optimisme, Philippe, dans votre tableau tellement pertinent et qui fait peur, il y a tout de même eu une espérance forte en Moldavie. Je veux dire, c'est une chance. On peut résister tout de même à une influence russe délétère. Et bon, c'est une espérance qui ne fait pas tout le printemps international, mais tout de même c'est formidable. Ce qui est très courageux de leur part d'ailleurs. Moi je suis en train de changer d'avis, je vous avoue, sur la Russie. Non pas que j'avais une quelconque sympathie pour Vladimir Poutine, mais je croyais pas du tout
au récit d'une Russie qui veut attaquer l'Europe, etc. Alors après, on verra ce qu'il en est de ces survols de drones, etc. J'ai même entendu des gens qui prétendent... Il y a beaucoup d'incidents. Donc je ne sais pas, c'est pas encore prouvé que ça vient de la Russie, mais très visiblement ça l'est. Ça me fait vraiment changer d'opinion. Peut-être que la Russie représente vraiment une menace pour l'Europe. Voilà. Entièrement d'accord. Merci. Frédéric Dabi, vous voulez revenir sur cette élection de... partielle qui a vu hier la nette victoire de Michel Barnier, candidat LR face à Frédéric Bredin, candidate pour la gauche et ancienne ministre. Je ne vais pas parler du résultat. Il est assez net, c'est sous le meilleur 62, 38 de mémoire. Donc la gauche fait moins bien qu'au moment de la dissolution. Non, ce qui me frappe, c'est ce qu'on oublie toujours, c'est le taux de participation, qui est faiblissime, qui est en dessous de 25%. Alors bien sûr, on sait que pour une élection partielle, on vote moins que la moyenne. Mais là, il s'agit de Paris. Il s'agit de la deuxième circonscription, un arrondissement avec des arrondissements 5e, 6e, très 7e, favorisés, où le niveau de diplôme est plus élevé que la moyenne, un arrondissement, comme disait Jean Tibéry pour le 5e, d'intellectuels. Et on voit très bien, mais à quel point nous en sommes arrivés en termes de démonétisation de la politique, en termes de vanité du vote. Les Français qui nous disent voter c'est vain, ça ne sert à rien, ça ne change pas ma vie. Alors bien sûr, il y a un contexte particulier. Peut-être que Michel Barnier va rentrer à l'Assemblée pour en sortir dans quelques semaines, dans le cas d'une future ou prochaine, ou probable, ou improbable dissolution de l'Assemblée nationale. Et on voit très bien à quel point ce résultat si faible, alors qu'on a voté beaucoup aux européennes, énormément aux dernières législatives. Les Français, croient à une sorte de sens de l'élection. Quand l'élection vaut la peine, contrairement à ce qu'on dit, les Français peuvent voter massivement. Il y a un mythe originel de la belle présidentielle de 2007, où, avec des candidats de rupture, Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal, François Bayrou, les Français y ont cru. Il y a eu presque 85 ou 85% de participation, et ces trois candidats ont fait à eux trois quasiment 3/4. Ce n'est plus jamais arrivé. Là, les Français voient l'éclipse du politique, ils se disent c'est plus là que ça se passe. Je parlais des sujets santé, insécurité, dette qui ne sont pas réglés. Ça crée un désarroi. Ça crée non pas une colère, mais une forme d'indifférence qui fait que il y a une circonscription. Pourtant, il y avait quand même une belle affiche, possiblement un duel Rachida Dati, Michel Barnier, Frédéric Bredin, Michel Barnier, des gens respectables. Il y avait des candidats qui ont fait campagne, qui ont fait le job, et on voit que ça ne marche plus. Est-ce que ça veut pas dire que la focalisation qu'a un parti sur l'ajout de Barnier et Dati ne dépasse jamais les limites de ce parti? Oui, ça n'a peut-être pas aidé. C'est vrai aussi qu'avec le contexte de recherche frénétique d'une majorité à l'Assemblée nationale, plus que jamais, les politiques ne parlent plus aux Français, mais se parlent à eux-mêmes. Allez, vous restez avec nous, on revient toujours sur ce sondage IFOP fiducial pour l'opinion et Sud Radio dans quelques instants, et on va parler de Raphaël Glucksmann qui est peut-être le sauveur de la gauche pour les présidentielles 2027. Allez, 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, on est ravis d'accueillir Philippe Bilger autour de cette table, avec Mickaël Sadoun. On a récupéré Frédéric Dabi, directeur général opinion IFOP, avec ce sondage IFOP fiducial pour l'opinion et Sud Radio. Et on va revenir avec vous sur cette information, mon cher Frédéric Dabi, sur Raphaël Glucksmann, qui visiblement pourrait, entre guillemets, j'annonce, sauver la gauche. Oui, c'est vrai que dans les différentes hypothèses, il obtient un score entre 14 et 16%. Très clairement, alors il devance de peu Jean-Luc Mélenchon, qui est entre 12 et 13%, ce qui est un score élevé. On rappelle qu'en décembre 2021, il était à 8-10%. Il a commencé la campagne de 2022 avec 11-12%. Alors, ça ne veut pas dire que sa dynamique de 2022 va obligatoirement et symétriquement se passer en 2027 s'il est candidat, mais sa candidature, sa quatrième candidature est un secret de polichinelle. Ce qui est très intéressant, c'est que Glucksmann est clairement, Raphaël Glucksmann, est un réceptacle d'électeurs d'Emmanuel Macron. Il est aujourd'hui, il arrive à prendre son hypothèse entre 15 et 25% d'électeurs d'Emmanuel Macron, parce que d'un côté, il n'est pas entaché par le lien avec Emmanuel Macron et le macronisme, et de l'autre, il y a une rupture très nette vis-à-vis de Jean-Luc Mélenchon. Il a encore dit à Abraham ce week-end aux rencontres de la gauche de Carole Delga, et c'est vrai que c'est très intéressant. Il a une position très claire, et ça lui
ça lui profite avec un positionnement électoral et une structure de vote qui rappelle... Ils sont tous les déçus en fait. Voilà, des déçus, mais qui rappelle aussi l'électorat social-démocrate et l'électorat Macron. C'est-à-dire, il est fort chez les personnes âgées, il est fort chez les cadres sup, il est fort chez les personnes diplômées. Alors, on va dire, c'est pour une France qui va bien, mais en tout cas, il y a un vrai positionnement, il n'y a aucune ambiguïté sur le lien ou le non-lien plutôt avec la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, qui est repoussoir chez beaucoup de sympathisants de gauche. Jean-Luc Mélenchon ne prend que 50% de son électorat de 2022. Il y a une partie de son électorat qui n'y croit plus, et clairement, là aussi, c'est un réceptacle. Un chiffre très intéressant, quand on regarde comment se comporte l'électorat du NFP du premier tour de l'élection législative de 2024, de mémoire, Raphaël Glucksmann en prend 38% et Jean-Luc Mélenchon 34%. Donc le NFP, ce n'est plus Mélenchon. Il y a une vraie bataille d'influence pour être le leader de cette gauche. Dans le couple, j'ai toujours beaucoup aimé l'homme. J'ai toujours beaucoup aimé Raphaël Glucksmann. Et je pense à... Évidemment, la compagne. Léa Salamé, voilà. Dites-le. C'est un secret de Polichinelle. Et en réalité, je trouve que Raphaël Glucksmann, depuis les européennes notamment, où il avait fait forte impression par sa modération avec Bellamy, a beaucoup changé. Il est devenu pas seulement un intellectuel, mais quelqu'un qui sait être pugnace, avoir des positions fermes et claires. Et je rejoins totalement Frédéric. Il a peut-être un futur à gauche. Est-ce que vous Philippe David, est-ce que vous croyez que ça peut passer une campagne présidentielle, Glucksmann, c'est une campagne, on emmène quelqu'un, et Raphaël Glucksmann, c'est quand même pas un tribun, c'est quand même pas quelqu'un qui va faire voter le peuple de gauche pour lui. Mais moi, je suis complètement d'accord. Voilà, Philippe, tu disais que tu aimais sa personnalité. Moi, je trouve que le gros défaut de Raphaël Glucksmann, c'est sa personnalité que je trouve peu charismatique, et en tout cas beaucoup moins charismatique que celle de Jean-Luc Mélenchon. C'est clair. La deuxième chose, c'est le réservoir. Il a faibli par rapport à Mélenchon, et à un moment donné, il est allé vers Jean-Luc Mélenchon, même s'il y a eu un visé derrière. Mais bien sûr, en plus, il n'a pas tenu une ligne extrêmement ferme vis-à-vis de cette gauche qui, en plus, le déteste. Moi, je sais pas où est son réservoir de voix. En plus, je sais pas ce que Frédéric Dabier en pense, mais la gauche de la gauche déteste Glucksmann. L'électorat LFI, il n'est pas question pour eux de voter pour lui au premier tour. Et si Attal se présente en face de lui, on le voit dans les chiffres. Si Attal en face de Glucksmann, c'est une sociologie électorale qui se ressemble énormément quand même. La gauche de la gauche, dans notre enquête, il prend presque un quart de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Ne confondons pas, si je puis me permettre, la gauche qu'on entend, la gauche militante, la gauche des réseaux sociaux, la gauche des sympathisants et des adhérents, qui, je les respecte profondément, la gauche du peuple de gauche. N'oublions pas ce qui est à mon avis, à l'origine de la crise de la gauche, parce que quand je parle de crise de la gauche, je reprends votre terme, Philippe, de 30% tout mouillé. La gauche, depuis 2017, ne dépasse plus jamais dans une élection nationale 30%. Là, on est à 30-31%. C'est parce que, au-delà d'un rejet de telle ou telle personnalité, il y a une inadéquation entre les propositions, notamment de la France insoumise, et celles du peuple de gauche. Vous ne trouverez jamais une majorité de gens de gauche qui disent que la police tue, qu'il y a un racisme d'État. Et Jean-Luc Mélenchon est là, de ce point de vue-là, plus en décalage qu'un Raphaël Glucksmann qui n'est pas sur cette radicalité de gauche. Mais effectivement, il va y avoir un match, 13%, 15%, on est dans la marge d'erreur. Personne ne peut dire que c'est Glucksmann qui a gagné à gauche irrémédiablement, mais il a des possibilités, surtout si le bloc central continue à s'affaiblir. Mais il n'aura pas les banlieues, Glucksmann. Oui. Allez, vous restez avec nous tout de suite. Et si vous étiez ministre ? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir ? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et si vous étiez, merci pour ce jingle magnifique, Maxime. Et si vous étiez ministre du Travail, quelles mesures prendriez-vous ? Je vais y arriver. Merci beaucoup. Florence Dalby est avec nous. Bonsoir Florence. Alors d'Ably, dans le 78, c'est moins exotique. Ah oui, Dalby. Ably, à côté Ably. En plus, j'ai pas de mérite parce que je jouais au football à Ably, donc pour vous dire. T-shirt. Absolument. À quel poste ? J'étais libéraux à l'époque. À l'époque, on disait libéraux. Maintenant, il faut dire libérat théoriquement, parce que sinon, si on ne finit pas les noms, on va avoir des ennuis. Il n'y a plus de stoppeurs, il y a des stoppeuses. Voilà, c'est ça. Allez, Florence. C'est mignonne. Alors, bonsoir Cécile, bonsoir les vraies voix. Bonsoir. Moi, Florence, en tant que ministre du Travail, je souhaite mettre en place un dispositif permettant de valoriser les heures supplémentaires par une prime exonérée de charges sociales, à la fois pour l'employeur et le salarié.
C'est très bonne idée. On a plutôt un économiste avec nous. C'est le retour de Sarkozy 2007. J'allais dire, c'est Sarkozy 2007, c'est travailler pour gagner plus. Moi, je trouve que c'est toujours à l'ordre du jour, d'autant plus que la France souffre d'un manque de travail de la part des Français, non pas en globalité, mais individuellement. Donc, je pense que ce serait une très bonne idée pour les remettre au travail. Ça veut dire que pour vous... Je peux creuser. Allez-y, bien sûr. En fait, moi, c'est plutôt face à l'impossibilité de reconnaître récompenser individuellement le salarié, parce que si on met une prime, il y a des charges. Si on fait une augmentation de salaire, il y a des charges. Bien sûr. On ne peut pas reconnaître individuellement parce que les chèques cadeaux, tout ça, c'est global. On doit en donner à tout le monde. Et moi, dans mon passé de boulangère à Abli, j'en ai beaucoup souffert et j'aurais aimé, maintenant que je suis ministre du Travail, pouvoir mettre ça en place. Mais est-ce que vous croyez pas, parce que j'ai vu le cas que ça incite aussi à faire des abus, parce que plutôt que de filer des primes à vos salariés, vous leur mettez des fausses heures supplémentaires, comme ça, ils touchent plus. Vous voyez toujours le mal classique. Alors ça, c'est pas bien connaître les patrons. Bref, j'avais une boulangerie. On les laisse pas. Proche de nos petits salariés, nos boulangers, nos pâtissiers. Et on a juste envie que tout le monde puisse vivre correctement de son travail. Et en fait, je me suis rendu compte que la valeur travail, à chaque fois qu'on en parle, c'est pour la taxer. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, mais d'autant plus que la prime Macron avait été critiquée pour l'exact contraire. Donc moi, je suis très favorable à ça. On dit que c'est difficile de recruter en boulangerie. Est-ce que vous pensez que ça pourrait motiver, en tout cas, certaines personnes à embrasser cette filière ? Alors non, je pense pas. Je pense que ça pourrait motiver à rester. Ah oui, c'est ça. Ah oui, c'est ça. C'est encore pire que... de toute façon, tous les métiers maintenant sont en tension. Pour parler un peu avec mes clients et mes collègues, il n'y a pas un métier qui n'est pas en tension. Donc la difficulté, c'est de recruter et d'avoir les bons profils. Donc les avoir, c'est aussi, ça permettrait d'avoir des arguments pour qu'il reste. Mais vous étiez boulangère en 2012, Florence ? Non. Ah bon, parce que je vous aurais posé la question de savoir comment vos salariés avaient réagi quand on leur avait supprimé les heures sup défiscalisées de Sarkozy quand Hollande les a supprimées. Alors moi, j'étais pas boulangère du tout à cette époque-là. J'étais plutôt salariée de multinationale. Mon mari est pâtissier et était à l'époque salarié. Ouais. Et du coup, je peux vous dire qu'il l'a mal vécu. Oui, effectivement, c'était pas une bonne nouvelle. Madame la ministre, vous avez entendu parler de cette boulangère de 97 ans avec son fils de 67 ans qui a quitté l'emploi de boulanger. Il y a une centaine de personnes qui sont venues les applaudir ce matin. Ouais. Eh ben, c'est merveilleux. C'est très beau, ça. Magnifique. Mais c'est merveilleux. Merveilleux. Ouais. En tout cas, je vous rappelle que les boulangers sont les métiers préférés, le commerce préféré des Français. Un bon pain, c'est tellement bon. Magnifique. Boucher, je pense, non. Non. Plutôt les boulangers. Je me suis rendu compte qu'il y a vraiment une relation passionnelle entre les Français et la boulangerie, la baguette. Je vous confirme. Même si les gens mangent moins de pain, mais... Merci. Donc, écoute, je vous attends à Abli avant de partir à mon ministère. Ouais, absolument. Les vraies voix seront très contentes de se faire mener à la baguette. Mais j'habitais Cerqueuse, pas loin. Vous connaissez Cerqueuse ? Voilà. Quand j'étais petite, Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus à Rambouillet, c'est ça. Alors que quand vous avez parlé d'Albi au lieu d'Abli, c'est la cathédrale s'appelle Sainte-Cécile. Exactement. Absolument. Comme quoi, il y a toujours un lien. Florence, on vous embrasse très... Pardon, Madame la Ministre, on vous embrasse très fort. Que de familiarité. Merci beaucoup. Et dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Je suis pour la castration chimique obligatoire et dans la loi. C'est beaucoup moins drôle. Allez, soyez les bienvenus. On est ensemble jusqu'à 20h. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table avec Philippe David, Philippe Bilger est avec nous, Mickaël Sadoun et puis Frédéric Dabi que vous connaissez bien, directeur général opinion IFOP, et avec ce sondage incroyable, IFOP fiducial, l'opinion plus Sud Radio, on va revenir dans quelques instants, on va revenir sur le bloc central fragilisé. 3% pour Bayrou, 10% pour Gabriel Attal, qu'on va bien entendu vous expliquer. 0826 300 300, si vous voulez participer, vous êtes bien entendu les bienvenus. Et tout de suite, le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio.
Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village et même de 2 villages. Le village de Dompierre dans l'Orne et le grand village de Paris. Pourquoi ces 2 villages ? Parce qu'une double actualité concomitante dans ces 2 lieux pourtant fort différents entre un village rural et la capitale m'ont inspiré ce coup de gueule. En effet, à Paris, le violeur de Claire Géronimi et de Mathilde a été condamné à 18 années de prison. Un violeur qui avait déjà agressé sexuellement une adolescente de sa famille d'accueil pendant 1 an et qui se considère, je cite ses paroles lors de l'instruction et du procès, comme posséder, investi de super pouvoirs, avoir besoin de rapports sexuels comme jamais et se sentir comme un militaire en action. Un prédateur qui a été dangereux, il l'a prouvé pendant son adolescence avec, outre ses viols répétés, ses 12 condamnations, et dangereux, il l'a prouvé il y a 2 ans en violant Claire et Mathilde et sera dangereux à sa sortie vu son profil. Dans le même temps, à Dompierre dans l'Orne, un multicondamné de 34 ans a violé une enfant de 12 ans après avoir appelé le père de la victime pour lui dire qu'il allait violer sa fille. Il est désormais poursuivi pour viol sur un mineur de moins de 15 ans. Sollicitation d'un mineur pour diffuser son image à caractère pornographique, corruption de mineurs et ceux qui pourraient passer pour des broutilles, conduite sans permis et usurpation de plaque d'immatriculation. La jeune fille a été retrouvée vivante en Loire-Atlantique, mais on est surpris en apprenant que son violeur fait l'objet d'une mesure de tutelle qui souligne, je cite, qu'il représente un vrai danger ayant un problème de rapport avec les femmes. Un personnage qui était dangereux, il l'a prouvé avec ses condamnations pour des faits de violence par conjoint et sur mineur de 15 ans et de menaces de mort, et dangereux comme il l'a prouvé la semaine dernière et sera dangereux à sa sortie vu son profil. Alors qu'attend-on pour imposer la castration chimique et définitive à ce type de personnage ? Une castration chimique obligatoire qui a été refusée par l'Assemblée nationale en 2007 suite à une proposition de loi de Bernard Debré et rejetée par le Sénat en 2009. Un double rejet que je ne m'explique pas, à moins que pour nos parlementaires, les victimes soient moins importantes que leurs bourreaux. Je ne suis pas persuadé que la castration chimique, sur laquelle j'ai moins de lumière que vous, mon cher Philippe, soit la solution idéale. En revanche, je serais beaucoup plus sévère avec les crimes et les délinquants sexuels, dans la mesure où il est évident qu'ils appartiennent à une catégorie très particulière, où à la fois ils sont des coupables gravissimes et en même temps victimes d'eux-mêmes. Et donc quasiment dans beaucoup de cas, ils sont assurés contre la société et au détriment de victimes de récidiver. Les catégories sexuelles devraient être prises beaucoup plus au tragique qu'elles ne le sont aujourd'hui. Michael Sadou. Bon, moi, je pense que la première mission de la justice, c'est évidemment de protéger la société. Donc, je serais favorable à ce qu'a dit Philippe David. Aussi simple que ça. Après, systématiquement, tu le voudrais ? Vous le voudriez, pardon. Je ne sais pas si ce serait systématique. Mais oui, je pense que c'est une solution. Moi, en tout cas, moralement, je n'y vois aucun inconvénient. Il me semble que c'est pas une pratique barbare. Ça protège les victimes et la société tout entière. C'est pratiqué par des États démocratiques, passant. Et ceux qui le demandent, parce qu'il y a peut-être des gens qui certains demandent, mais en France, c'est pas obligatoire. Moi, je demande que ce soit obligatoire pour les personnes dangereuses. Frédéric Dabi. En tout cas, l'opinion publique est plutôt sur la ligne de Philippe David, c'est-à-dire il y a l'idée qu'il faut plus protéger les victimes, davantage sanctionner les coupables, et la question des violences faites aux enfants est quelque chose d'absolument jugé d'intolérable, d'injustifiable, d'inadmissible. On a appris aujourd'hui que le procès de l'assassin présumé de la jeune Lola, Paris 20e ou Paris 10e, aura lieu en 2026. Voilà aussi quelque chose qui va beaucoup marquer les Français, qui a beaucoup marqué l'opinion publique. Bien sûr. Allez, vous restez avec nous. Dans un instant, la question du soir. Le bloc central fragilisé, 3% pour Bayrou, 10% pour Attal, avec la question du jour, Philippe. Oui, effondrement du bloc central, est-ce la fin du macronisme ? Eh bien, vous dites oui à 92%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300, et je vous pose cette question. Est-ce qu'après avoir atomisé le PS et LR dans son premier quinquennat, Macron a dynamité son camp lors du second ? On attend vos réactions encore et toujours au 0826 300 300. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile de Ménibus, Philippe David. Et avec Philippe David, c'est une émission un peu particulière puisque depuis ce soir, à partir de 18h, ce sondage exclusif
IFOP fiducial, l'opinion plus Sud Radio, bien entendu, avec Frédéric Dabi, qui a eu la gentillesse de partager du temps avec nous pour décortiquer effectivement ce sondage autour de cette table. Philippe Bilger et aussi Michael Sadoun, avec vous, Philippe David, avec cette question, finalement, le bloc central fragilisé, puisque c'est ce que dit ce sondage, 3% pour Bayrou, 10% pour Attal. On va en parler tout de suite. Je suis animé par une ambition, et une seule, servir, être utile à mon pays. Mesdames et messieurs, 8 mois, c'est court. Être Premier ministre est l'honneur de ma vie. Et je ne le cache pas, il y a évidemment une frustration à quitter mes fonctions au bout de 8 mois seulement. Je dis que ma détermination à agir pour les valeurs de la République est intacte. Je suis convaincu que dans d'autres circonstances, nous aurions mené ce travail à bon port. Le lien que nous avons est ce que j'ai de plus précieux. Comptez sur moi pour continuer à le tisser. Les vraies voix Sud Radio. Donc on revient sur ce sondage, mon cher Frédéric, où la question qu'on pose, c'est cette fragilité finalement du bloc central. Oui, c'est un enseignement majeur de ce sondage IFOP fiducial pour l'opinion et Sud Radio. On voit à quel point le contexte récent, la chute de François Bayrou, la démonétisation et le rejet très fort éprouvé à l'égard d'Emmanuel Macron impacte les principales figures du bloc central, puisqu'Édouard Philippe fait mieux que les autres, mais il est même qualifié pour le second tour, mais il est à 16%, il était à 21% dans une enquête IFOP fiduciale pour le Figaro. Une usure. C'est une vraie baisse. Gabriel Attal, qui tutoyait les 16-18%, n'est plus qu'à 10%. Ça ne veut pas dire qu'ils sont irrémédiablement perdants, mais on voit à quel point, pour ces candidats, je mets de côté François Bayrou avec 3%, c'est une candidature aujourd'hui de témoignage. Je le répète, ça peut aussi changer. François Hollande. Gérald Darmanin ne s'est pas vraiment déclaré candidat, mais pour ceux qui sont vraiment aujourd'hui plutôt candidats, à savoir Édouard Philippe et Gabriel Attal, c'est comment articuler un programme de rupture, parfois ambitieux. On a bien entendu Gabriel Attal à Arras la semaine dernière, il y avait des mesures chocs et la perception chez les Français qu'ils restent entachés, si je puis dire, de ce rejet à l'égard d'Emmanuel Macron. Comment créer la rupture tout en étant vu comme proche? Rappelez-vous, le Nicolas Sarkozy de 2007 avait très bien réussi, alors qu'il était dans les gouvernements Chirac quasiment pendant 5 ans. Il y a eu quelques mois où il est sorti. Il a quitté le ministère de l'Intérieur en mars 2007, quelques semaines, quelques jours avant l'élection. Jamais il n'est apparu comme le sortant. Jamais il n'est apparu comme un Chiracien. Aujourd'hui, Édouard Philippe et Gabriel Attal apparaissent, à tort ou à raison, ils ont des images différentes. Édouard Philippe s'est descotché de Macron en 2020. Gabriel Attal n'a pas du tout la même image, notamment en termes de proximité, qu'Emmanuel Macron. Pour l'instant, ils rentrent dans l'atmosphère et ils sont, si je puis dire, fragilisés par cette assimilation avec le macronisme. Moi, je me fais une réflexion, vous allez me dire si je me trompe ou pas. Ceux qui sont restés au gouvernement, c'est-à-dire Attal, Darmanin, Bayrou, implosent ou explosent, comme vous préférez. Et celui qui est parti depuis longtemps, dans le bloc central, arrive à se maintenir, c'est Édouard Philippe. Oui, c'est ça. Est-ce que finalement, Emmanuel Macron ne porte pas la ch'koumoune? Non, je parlerai pas en ces termes, mais on a un C'était de l'humour, hein, non, mais j'ai compris, bien sûr, comme le film avec Belmondo. Exactement. On a un président qui est très fortement rejeté dans le baromètre IFOP JDD, qui est le plus ancien de la Ve République. Seul François Hollande a fait moins bien que lui à quelques reprises. Il a une part de très mécontent qui est maintenant majoritaire. Dans les qualitatifs, dans ce que disent les Français. Et c'est très ancré. Il y a l'idée que la ruine du pays, la dette, c'est lui. Il y a un regard moins critique sur l'international, mais en parallèle, l'idée qu'il a abandonné les Français, qu'il est responsable de cette crise parlementaire avec la dissolution, ça fait beaucoup. Et cette image en termes de déconnexion, l'idée que les Français nous disent, il ne nous connaît pas, il ne nous écoute pas, il ne nous comprend pas. Donc c'est très lourd. Maintenant, on sait très bien qu'Emmanuel Macron a souvent réussi à rebondir. Il gouvernera jusqu'au bout. L'international lui permet de se maintenir à flot sur des sujets qui intéressent les Français. Il ne faut pas oublier la dimension internationale, mais on voit, et c'est dans ça qu'il y a une vraie rupture par rapport au sondage d'il y a 4-5 mois, où il y avait une dissociation entre le rejet d'Emmanuel Macron et des figures du bloc central qui faisaient belle figure. Édouard Philippe ou Gabriel Attal. Michael ou Philippe? Je voulais juste dire, je suis pas sûr que la popularité supplémentaire d'Édouard Philippe soit due au fait qu'il soit parti avant, parce que quand il venait de partir
de Matignon, c'était pendant le Covid, sa popularité était assez importante, notamment parce qu'on avait mais là, dit... c'est du vote, mon cher Mickaël. C'est pas de la popularité. On peut être très populaire et avoir... On n'a pas parlé du tout de Dominique de Villepin, qui réussit un score plutôt intéressant, 4 à 5%. C'est vrai que Darmanin mais il est très fort dans les enquêtes de popularité. Je pense que Darmanin est assez populaire. Le problème, c'est que de Villepin, on ne sait plus s'il est à droite ou à gauche. Alors, il a un électorat très très composite. Édouard Philippe a une attitude très habile. En réalité, pendant quelque temps, il se situait dans le macronisme, mais avec une opposition très subtile et très fine, de sorte qu'il n'a pas pâti fondamentalement de la désinfection d'avec Emmanuel Macron. Mais comme le dit très bien Frédéric, la catastrophe pour le socle macroniste, c'est à la fois le fait que Emmanuel Macron a démontré que ce dépassement était du vent, en quelque sorte, et que sa pratique présidentielle et son personnage, comme l'a très bien dit Frédéric, ont obéré radicalement toute possibilité d'un futur macronien. Mais moi, je pense d'ailleurs que le macronisme ne va pas s'effondrer, précisément parce que c'est pas Emmanuel Macron qui l'a créé. Il a toujours existé. C'était de l'orléanisme, c'était du saint-simonisme, si tu veux, cette vision technicienne de la politique, centriste, social-libérale, a toujours existé d'une manière ou d'une autre, et je pense que le macronisme survivra. Il sera très affaibli parce qu'on a eu 10 ans de macronisme et que visiblement c'est une catastrophe. Oui, mais là pour le coup c'est très incarné. Oui, c'est très incarné, je suis d'accord. Emmanuel Macron est l'incarnation parfaite de ça. Mais les idées resteront. La sociologie restera, parce qu'à mon avis, cette élite qui est plutôt pro-européiste, ouverte sur le monde, etc., restera. Et les personnalités qui ont émergé du macronisme resteront, parce que c'est des jeunes quand même. Donc, des Gabriel Attal ou des Gérald Darmanin, on va quand même les voir et s'aimer dans la vie politique pendant encore longtemps. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, mon cher Mickaël, vous voyez. Allons-y. Je suis en pleine dissidence. C'est que l'orléanisme... Alors celui qui a représenté l'orléanisme le plus parfaitement, c'était Valéry Giscard d'Estaing, et qui était un président plutôt populaire, même s'il a été battu en 81. Alors que Macron, c'est pas la même chose. Macron, c'est le mariage de la droite orléaniste et de la gauche caviar. C'est Rocard d'Estaing, comme disait l'autre. Voilà, c'est Rocard d'Estaing, comme il disait, ou c'est l'enfant caché qu'aurait eu Rocard et Giscard. Et la question, c'est que pour moi, ces deux blocs ne sont pas, ils sont les mêmes sociologiquement, mais ils n'ont pas le même mode de fonctionnement. Macron a fait la synthèse, mais je pense qu'une fois que Macron arrête la politique, le macronisme, c'est comme Capri, c'est fini. Tu penses que le centre-droit se reséparera du centre-gauche alors qu'ils se sont quand même rendus compte qu'ils étaient d'accord sur à peu près tout? Oui, je pense qu'ils se sépareront, déjà pour les ambitions personnelles. Ok. Je pense qu'on pense non, mais c'est deux théories qui se tiennent. Est-ce qu'avec avec un Édouard Philippe ou un Raphaël Glucksmann, le centre droit et centre gauche trouverait un bon candidat? Parce que Raphaël Glucksmann est marqué à gauche, mais c'est intéressant de voir qu'il arrive à prendre de l'électorat Macron. Alors l'électorat Macron, il est extrêmement composite. Si on remonte à 2017, il prenait 90% des Bayrou 2007, 20-25% des Sarkozy 2007 et une partie importante de l'électorat de Ségolène Royal. Là, il y a une vraie compétition, je pense, parce que on l'a pas dit. Avec un RN si fort, le ticket d'entrée pour le second tour est extrêmement bas. On est, vous voyez, quand on prend les hypothèses, et Jean-Luc Mélenchon, et Glucksmann, et Philippe, même parfois Retailleau sont en possibilité de dire je suis dans la marge d'erreur par rapport à l'accès du second tour. Donc il va y avoir une bataille pour l'électorat d'Emmanuel Macron, qui n'est plus captif automatiquement vers le bloc central, et comme vous le dites, Mickaël, une bataille pour le centre-gauche. Est-ce qu'ils vont trouver un candidat idoine ou vont-ils se fracturer? Ça sera aussi une des inconnues de la campagne. Mais moi, j'avais quand même une autre question. Est-ce que c'est pas quand même la preuve, quand on regarde le score de Glucksmann, qui représente le centre-gauche, que finalement, et c'est pour ça que je pense que les deux blocs sont irréconciliables, c'est que le bloc orléaniste, par exemple, parlera de sécurité. Ça lui posera pas de problème. Alors que le bloc qui vient de la gauche, c'est-à-dire aujourd'hui Agnès Pannier-Runacher, Clément Beaune, etc., parler d'insécurité et d'immigration, on est à la limite du blasphème. Oui, mais c'est pas envisageable. Mais donc c'est pour ça que je pense que leur électorat en parle. Oui, mais le centre-gauche en parle beaucoup. Oui, mais eux parlent pas à leur électorat, c'est là où il y a un gros problème. Regarde Gabriel Attal et Prisca Thévenot, ils incarnent la gauche du macronisme qui parle beaucoup des questions de sécurité, et surtout ce centre-gauche qui parle de sécurité, il a une incarnation partout en Europe. En Angleterre, bon, il va se prendre visiblement une raclée, mais
avec Keir Starmer, oui. Dans les pays d'Europe du Nord, il y a aussi une gauche social-démocrate qui est très concernée par ces enjeux-là. Donc peut-être qu'ils joueront la carte comme ça. Et puis, pardon de faire tomber le débat à cause de mon immaturité politique, mais il faut tenir compte pour le futur. Je reviens à ma vision de droite des talents personnels. Vous parliez de Prisca Thévenot, elle ne fait pas le poids face à quelqu'un que j'ai beaucoup aimé, Gabriel Attal. Excusez-moi, Gabriel, là, désolé, j'ai cru quand j'ai vu le sondage que vous alliez porter le deuil ce soir, Philippe Bilger. Mais 10% Gabriel Attal, moi ça m'étonne absolument pas. Gabriel Attal, c'est le néant pour moi. En 2016, Emmanuel Macron était à 10-11%. Donc vous savez, on est quand même très très loin du vote. On se serait vu le 29 septembre 2015, on aurait parlé de tous les candidats possibles, sauf Emmanuel Macron. Donc voilà, je suis quand même prudent sur les Frédéric, vous parliez de François Bayrou à 3%. François Hollande a commencé à 3%. Alors ça, c'est une légende urbaine, pas dans les enquêtes présidentielles. Vous m'enlevez une illusion. Juste une petite précision. Petite précision. On est sur quel type de public sur ce bloc central aujourd'hui? On est sur un échantillon de classe moyenne, de personnes âgées de plus de 50 ans et plus, de salariés, et ça colle avec l'électorat Glucksmann, avec l'électorat Philippe. C'est peut-être les deux électorats les plus proches. Jean-Luc Mélenchon fait 37% chez les moins de 25 ans. Comme en 2022, les primo-votants choisiraient massivement Jean-Luc Mélenchon. C'est pour ça que de manière assez habile, LFI joue à fond la participation, la mobilisation de la jeunesse, des quartiers et de l'électorat plutôt des Français de confession, de culture musulmane. Évidemment. Ce sont trois choses différentes. Et est-ce que le RN arrive à tracter une partie de l'élite, de l'électorat des centres urbains, etc. J'ai l'impression qu'il y a un changement. Vous savez, quand on est à 33%, on y arrive. Il n'y a plus de catégories où ils sont à zéro. Mais c'est vrai que leur moins bon score, par exemple, c'est les catégories ultra diplômées où ils sont autour de 20%. C'est quand même beaucoup par rapport au passé. Est-ce qu'à votre avis, Frédéric, Raphaël Glucksmann ne pourra pas apparaître dans le futur, aux yeux de certains, comme un clone de gauche d'Emmanuel Macron, comme une sorte d'intellectuel qui a beaucoup mué, je trouve. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose... C'est l'attaque qu'a lancée à plusieurs reprises une partie de la gauche radicale, je pense à LFI, pour dire Glucksmann c'est du macronisme et du Rassemblement national. C'est aussi un défi pour Raphaël Glucksmann de ne pas apparaître comme l'héritier. Une présidentielle de rupture ou de renouvellement, où le président sortant n'est pas candidat, il faut être dans la distinction, la rupture par rapport au prédécesseur. Allez, 0826 300 300, c'est Abdelak qui est avec nous de Mont-de-Marsan. Bonsoir Abdelak. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et qu'est-ce que vous vous dites, vous? Que non, c'est loin d'être fini le macronisme. On a goûté, vous savez, des personnes comme moi, justement, qui suis d'origine musulmane, d'environnement en tout cas, que je suis français fier de l'être. On aime beaucoup en fait cette partie centrale qui nous paraît la plus intelligente. Et franchement, quand je vous entends, j'ai vraiment mal au cœur de savoir que mon pays, maintenant, les gens 35% pour l'extrême droite, les fachos, et 35% pour les mêmes que le facho à gauche. Oui, mais c'est toujours du facho, l'extrême droite. Non, pas vrai. Mais l'extrême droite, c'est toujours des fachos. Et l'extrême gauche, pareil. Et de savoir que mon pays a près de plus ou près de 50% des personnes qui disent qu'ils sont pour un parti de l'extrême, franchement, ça me transperce. Ça me donne envie de vomir. On a été éduqués, on sait ce que c'est que l'histoire, on sait ce que c'est que l'extrême droite, on sait ce que c'est que l'extrême gauche. Et franchement, vous dites, mais c'est pas possible. Mais où je suis notre planète, moi, où les gens sont complètement débiles. Moi, je j'arrive pas à comprendre. Donc c'est pour ça que je me dis que les gens sensés, ils seront ni de droite ni de gauche. On va se retrouver au centre parce qu'on va être obligé, que ce soit une personne de droite ou de gauche qui soit face à l'extrême droite au second tour. Les centristes comme moi, on s'en fichera que ce soit droite ou de gauche. Mais en tout cas, on voudra tout sauf les extrêmes, quoi. Donc, Abdelak, vous restez avec nous. On va faire réagir Michael Sadoun, par exemple. Bonjour Abdelak. Moi, je respecte beaucoup votre vote, mais je crois vraiment que quand vous dites que les gens qui ne votent pas comme vous ou qui n'ont pas la même conception des choses que vous sont des fachos ou des débiles, vous reproduisez vraiment l'erreur du macronisme qui a fait qu'aujourd'hui il s'est totalement effondré, et on le voit dans les sondages. Frédéric Dabi nous a dit tout à l'heure que par exemple dans l'électorat du RN, il y avait peut-être une couche historique de Jean-Marie Le Pen, mais
Et vous avez bien vu qu'ils ont quand même évolué considérablement, ne serait-ce que dans l'électorat, le nombre d'électeurs. Donc nécessairement, il y a d'autres couches qui se sont superposées et qui sont évidemment ni des fachos, ni des racistes, qui sont des gens très bien et des Français patriotes. Dans l'électorat uniquement, monsieur. Uniquement dans l'électorat, ils ont évolué. Uniquement. Ah, c'est pas vrai. Je pourrais vous dire que dans les cadres, il y a beaucoup de gens qui viennent de LR, qui sont des gens très bien, qui n'ont pas une once de racisme. Très bien, monsieur, mais bien sûr, mais les gens qui vont vous dire, mais oui, mais moi je suis pas raciste, j'ai un cousin ou un ami qui est noir ou un ami musulman. Ça c'est les années 80, Abdelak. Oui. Non mais la base de l'extrême droite, c'est quand même toujours la même chose. C'est des gens qui sont contre l'avortement, des gens qui étaient contre la Non, ils veulent plus supprimer l'IVG. C'est pas vrai. Marine, elle était trop à gauche sur un certain plan. C'est toujours les mêmes. Mais ils ont nettoyé la vitrine, mais le fonds de commerce, c'est le même. Ils ont même voté pour l'inscription de l'avortement dans la Constitution. On a bien compris qu'Abdelak, on comprend Abdelak. Si je peux me permettre ce que dit Abdelak, qui est assez représentatif d'électeurs du bloc central qui refusent le RN et la France insoumise qui se sont prises dans une tenaille. Oui, c'est ça. Merci beaucoup Abdelak, en tout cas, de votre message. Vous rappelez quand vous voulez, vous restez avec nous à partir de 20h ce soir. On ne vit pas dans la même France. Magali Berda débat du rétablissement du service militaire avec Christophe Blanchet, qui est député des démocrates, et 4e Circo Calvados, et Zizou, qui est un TikToker, voilà, et on vous en parlera avec eux. 0826 300 300 si vous voulez bien entendu débattre avec Magali Berda et ses invités. Merci beaucoup Philippe David. Vous restez là dans un instant. Moi je reste là, oui. Vous nous faites une petite infidélité, mais on vous retrouve demain à 18h avec un immense plaisir. Absolument. Merci beaucoup Frédéric Déby. Je rappelle ce sondage IFOP fiducial pour l'opinion et Sud Radio. Merci Philippe Bilger, merci Mickaël Sadoun. C'était super. Et on se retrouve demain, en tout cas pour ma part, avec Philippe David à partir de 18h. Et tout de suite, on parle d'engagement, bien sûr. On va parler d'engagement avec l'économie dès le lycée, un levier citoyen. Vaste programme. Les Français sont fâchés avec, paraît-il. Passez une très belle soirée. Salut, à demain. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.